Bonjour à toutes et à tous. Non, vous ne rêvez pas, je l'ai fait. Oh oui, ça faisait longtemps que je n'avais point mis de costume spécial, fait quelque chose, voilà, sur la chaîne. Comme quoi, ça sert d'avoir une compagnie de danse-théâtre pour avoir une costumerie dans laquelle il y a beaucoup de choses, dont une robe de mariée vintage, très abîmée. Voilà, il y a plein d'endroits où les coutures ne sont pas faites, le tulle est cassé, enfin voilà, mais elle fait vraiment mariée torturée. Cette vidéo est là pour vous présenter, comme vous le voyez dans le titre, une reading list autour de The Tortured Poets Department, qui est le nouvel album de Taylor Swift sorti vendredi dernier. Et en fait, je me suis dit que j'avais beaucoup de livres qui entraient en écho avec les thématiques de cet album, parce que je suis moi-même quelqu'un de torturé, poète, je ne sais pas, mais en tout cas torturé, oui. Donc, je me suis dit, mais comme cet album a l'air de résonner avec beaucoup d'autres personnes, pourquoi ne pas vous proposer les livres de ma bibliothèque et ceux que j'ai dans ma pal/wishlist qui entrent, selon moi, en écho avec les thématiques proposées par Miss Taylor Swift. Le premier roman que je vous présente, c'est La boîte en os d'Antoinette Pesquet, qui a été publié en 1941. On l'avait lu lorsque je tenais un club de lecture en ligne. Ce sont les éditions Libretto qui l'ont remise au goût du jour il y a 3 ans maintenant, il me semble. J'ai procédé par mots-clés. Mots-clés de cet ouvrage: histoire d'amour torturée, gothique, glauque, folie aussi. On va suivre en fait un personnage qui va rencontrer un certain John, et John va lui raconter sa vie, notamment son histoire d'amour avec Margaret. Et le personnage de John est obsédé par sa femme, son épouse, et il est obsédé par le fait qu'il ne puisse pas connaître l'entièreté des pensées de sa femme, qu'il ne puisse pas savoir ce qui se cache par-delà sa boîte crânienne et ses yeux. Donc c'est ça la boîte en os. Et c'est un roman que j'avais adoré, qui avait été dans mes coups de cœur de l'année 2021, qui nous avait profondément marqué. Il a des thématiques assez fortes, assez assumées. Ça fait écho à un grand roman de la littérature anglaise notamment, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Personnellement, c'est le premier roman auquel j'ai pensé en écoutant The Tortured Poets Department. Vous voyez, mon accent anglais s'améliore de vidéo en vidéo, hein, on part de loin. Mais en tout cas, vraiment, si cet album vous a plu, si vous aimez la littérature gothique, les sentiments torturés, les personnages fous, on a presque du fantastique à la fin, eh bien vous adorerez La boîte en os d'Antoinette Pesquet. Mais à quoi bon te parler de notre amour, de ce que nous éprouvâmes? Seuls ceux qui ont vécu entre ciel et terre ont pu l'éprouver. Une telle passion eût dû nous mener tout droit au fait de cet état imprécis que l'on appelle bonheur. Elle nous y mena en effet, mais l'air qu'on respire au sommet du bonheur est si déprimant, et tout ce qu'on y voit est si triste dans son uniformité, que je ne souhaite à personne d'atteindre ces régions suprasensibles et surnaturelles. J'aimais Margaret, Margaret m'aimait, et pourtant oui, il y avait des moments où j'étais malheureux, malheureux à en pleurer. Le deuxième roman que je vous présente, qui était aussi au programme de mon club de lecture il y a quelques années, c'est Georges Rodenbach avec Bruges la morte. Au niveau des mots-clés, deuil, perte de l'être aimé, doppelganger, fantastique, folie, ville personnage. Dans l'album The Tortured Poets Department et dans les albums de Taylor en général, les villes, les lieux ont une importance et sont tout aussi vivants que le reste des personnages de l'histoire. Et ici, Bruges ne fait pas l'exception. On est dans un récit surréaliste avec un personnage, Hugues Viane, qui a perdu sa femme, qui est veuf et qui est très jeune. Et il y a des scènes terribles où il décrit le lit où sa femme était allongée et reposée. Et en fait, il a gardé d'elle une mèche de cheveux blonds, une tresse de cheveux blonds. Il part en exil, il va vivre à Bruges, qui est cette ville romantique, hautement romantique en Belgique. Et en fait, dans les rues de Bruges, il croise le sosie de sa femme. Il pense rencontrer sa femme. Il va être obsédé par cette apparition. Oui, c'était elle. Elle était danseuse. Mais il n'y songea même pas une minute. C'était vraiment la morte descendue de la pierre de son sépulcre. C'était sa morte qui maintenant souriait là-bas, s'avançait, tendait les bras. Et plus ressemblante ainsi, ressemblante à en pleurer, avec ses yeux dont le bistre accentuait le crépuscule, avec ses cheveux apparents d'un or unique comme l'autre.
Saisissante apparition, toute fugitive, sur laquelle bientôt le rideau tomba. Hugues, la tête en feu, bouleversé et rayonnant, s'en retourna au long des quais, comme halluciné encore par la vision persistante qui ouvrait toujours devant lui, même dans la nuit noire, son cadre de lumière. Ainsi le docteur Faust, acharné après le miroir magique où la céleste image de la femme se dévoile. Je vous présente un roman issu de notre matrimoine qui est peu connu, c'est Laissez-moi de Marcel Sauvageau. C'est une autrice qui a une destinée tragique, qui est morte très très jeune, à 33 ans. Ce livre est sorti en 1934. Pour mots-clés, on a sanatorium, rupture, séparation, épistolaire en fait dans ce roman qui est très court, qui est en plus aux éditions Librio à 3 €, donc vraiment procurez-le vous. C'est une femme qui sort d'un sanatorium, qui a été internée, et au moment de sa sortie, elle reçoit la lettre de son amant qui lui dit qu'il la quitte pour épouser une autre femme. Et donc cet ouvrage-là, c'est la réponse de notre protagoniste, de notre héroïne, à cet homme qu'elle a follement aimé et qui la laisse en fait. Et donc on est avec un personnage extrêmement sensible, c'est fragile, c'est fort, c'est douloureux, c'est brutal. Ça rentre vraiment en résonance à 100% avec les chansons qu'on trouve dans The Tortured Poets Department. Il faut vraiment que je trouve une abréviation parce que c'est long à dire. 14 décembre 1930. Il y a des romances qui commencent comme votre lettre, vous que j'ai tant aimé. Ce temps du passé, quand résonne encore si proche, le présent est triste, comme les fins de fête lorsque les lampes s'éteignent et qu'on reste seul, à regarder partir les couples dans les rues sombres. C'est fini, on n'a plus rien à attendre et pourtant, on reste là indéfiniment, sachant que rien ne viendra plus. Je vous parle à présent d'un de mes romans préférés, qui est Les Vagues de Virginia Woolf. Je pense que il n'y a pas plus, plus incarnée que poétesse torturée que Virginia Woolf, qui a malheureusement mis fin à ses jours parce qu'elle commençait à sombrer dans la folie. Dans son roman Les Vagues, c'est un roman expérimental, un roman poésie, un roman théâtre, un roman monologue. On suit 7 personnages, mais nous n'avons accès qu'aux pensées de 6 d'entre eux. C'est un groupe d'amis. Il y a plusieurs hommes et femmes. Ça parle de construction, de jeunesse, à nouveau d'amour impossible, de séparation, de passage à l'âge adulte, de rapport au corps, de rapport à soi, de rapport à l'autre. C'est torturé et c'est sublime, c'est vraiment un objet étrange et comme tous les albums, en tout cas de Taylor Swift, sont construits comme des objets d'art à part entière, eh bien je trouve que Les Vagues entrent vraiment en résonance avec l'ère des poètes torturés. Je vais le dire en français, ce sera bien plus simple pour moi. Et je ne peux que vous recommander de sauter le pas et de lire Les Vagues. Je n'aime pas tout de Virginia Woolf. Il y a certains de ses récits qui sont assez hermétiques encore pour moi. Mais Les Vagues, quand on se laisse emporter à l'intérieur, en fait, quand on accepte qu'on ne comprendra pas tout et que ce n'est pas un roman à proprement parler, c'est juste décadent et décapant et ça vous vide à l'intérieur comme certaines chansons de cet album. En fait, je suis plus sauvage et plus fort que vous, mais l'apparition qui sort de terre après des siècles de néant vivra dans la terreur d'être moquée, virant avec les vents dans les tempêtes de suie, s'efforçant de forger un anneau d'acier de claire poésie qui reliera les mouettes et les femmes aux dents gâtées, la flèche de l'église et les chapeaux melons que je vois caracoler dans la rue, quand je prends mon déjeuner et que je cale mon poète. Est-ce Lucrèce contre un huilier et le menu du jour éclaboussé de jus? C'est très elliptique comme écriture, c'est très poétique, mais ça vaut le coup, vraiment. Un autre écrit extrêmement expérimental, c'est Titre provisoire de Véronica Mabardi. C'est un objet-livre inclassable, ce n'est ni un roman, ni un essai, ni une pièce de théâtre. En fait, c'est une expérience d'écriture. Véronica Mabardi est autrice et dramaturge, en fait. Elle raconte qu'on l'a plongée comme expérience au sein d'une école de théâtre, au sein d'une promotion, et qu'elle a récolté tout ce qui se passait, tout ce qui se jouait sur la scène, en dehors, tout ce qui se passait entre les élèves de cette école, et ça donne ce récit incroyable qui est Titre provisoire. C'est un roman c'est un texte qui me tient énormément à cœur puisque je l'ai travaillé lorsque j'étais élève au conservatoire avec les élèves de ma promotion, et ça, c'est un lien très très fort
qui m'attache à ce texte. On trouve dans ce texte pour thématique l'acteur, le rapport à l'art, le rapport à la scène, les ruptures également. Et ça fait écho à certaines chansons de Taylor Swift qui parlent aussi de la notoriété, de ce que c'est que d'être artiste, d'être sur scène, de devoir sourire sur la scène alors qu'à l'intérieur nous avons le cœur brisé. Et c'est un texte sublime, très très court, qui se lit très facilement. C'est beaucoup de pensées, c'est philosophique aussi. C'est éparse, ce n'est pas linéaire, mais c'est incroyable. Et ça, vraiment, si je dois vous donner envie de découvrir un ouvrage, achetez Titre provisoire de Véronica Mabardi. Il voulait tout sentir, tout éprouver, tout peser dans ses nerfs et ses veines, rebondir sur chaque sensation et mourir toutes les morts, pleurer toutes les larmes pour rire. Sur la scène, sûr de ne pas être reconnu, il pouvait imaginer ce qu'il voulait, s'inventer 1000 vies, on ne le contredirait pas. La scène, pays imaginé dans l'enfance où tout serait permis. Il se disait, étant acteur, je vais apprendre les émotions et les apprivoiser, et ne plus avoir peur, ne plus avoir mal, m'habituer. Il les décomposait, les analysait, les regardait, pensait les maîtriser. Mais il croyait encore que le jeu valait pour de vrai. Il n'avait pas encore appris à faire pour du beurre chaque geste de sa propre histoire. Un peu plus loin, l'acteur a ses secrets et ses rites, ses superstitions, mais il n'en parle jamais sans rire. Il sait qu'il n'y a pas d'issue possible, qu'il ne sortira jamais de ce corps, qu'il n'ira pas plus loin que ne le permet son enveloppe, qu'il n'existe pas de clé pour ouvrir le corps de l'autre. Quelques minutes lui suffisent pour s'installer et oublier les pas dans l'escalier et le bruit des tramways. Il est d'ici maintenant. Il sait qu'il n'est pas d'ailleurs, pas d'un autre temps, que c'est ici qu'il vit, qu'il est éveillé. Là-bas, il dort et se repose. Mais il ne peut rien faire s'il n'y a personne pour le regarder. Il est celui qu'on paie pour se montrer, pour montrer les cicatrices et les marques sur sa peau. Autre bel exemple de poète torturé, Sand et Musset. Alors je sais, je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans ma vidéo autour des récits prenant place à Venise. Et donc là, je vous présente Le Roman de Venise, qui est un ouvrage qui regroupe toute la correspondance de Sand et Musset pendant leur relation, donc au moment où ils se rencontrent, au moment où ils sont ensemble, au moment où ils partent à Venise, ils se séparent, ils se remettent ensemble, enfin, histoire très compliquée. Et c'est l'exemple vraiment de deux âmes romantiques ayant le mal des passions, le vague à l'âme, et qui s'écrivent et qui se déchirent et qui s'écrivent des mots incroyables sur cette histoire d'amour qui les détruit de l'intérieur. Et c'est parfait, en fait, ça entre tellement en écho avec cet album. Mais je songe que je t'aime, qu'un mot de toi pourra toujours décider de ma vie et que le passé tout entier se retourne en l'entendant. Ce n'est pas ma maîtresse qui me manque, c'est mon camarade Georges. Je n'ai pas besoin d'une femme, j'ai besoin de ce regard que je trouvais à côté de moi pour répondre. Il n'y a là ni amour importun ni jalousie, mais tristesse profonde. Je vous présente L'homme au sable de Hoffmann. Dans cet ouvrage, les mots-clés sont folie, fantastique, automate, femme-objet. On suit un jeune étudiant, Nathanaël, qui a été traumatisé lorsqu'il était enfant par Coppelius, qui est un inventeur, un avocat, en tout cas qu'il appelle lui l'homme au sable, qui aurait fait quelque chose d'affreux avec des yeux. On est entre rêve et réalité, hein, on est vraiment dans un récit fantastique pur. Et le jeune Nathanaël va tomber amoureux d'Olympia, une très belle jeune fille. Et en fait, Olympia est la création d'un savant italien, d'un inventeur italien. Et dans le clip qui est sorti, Fortnite, en fait, on voit que cette image en fait de la femme qui est créée par l'homme, ça reprend aussi les images du Métropolis de Fritz Lang. Et en fait, voilà, je pense que l'image de la femme objet, la femme créée par l'homme, pour son propre plaisir, pour son propre bonheur, sa propre jouissance. C'est ce qui est omniprésent aussi dans les paroles des chansons de cet album. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous présenter cette nouvelle Coppelia. Justement, c'est un lapsus, L'homme au sable, qui a inspiré ensuite le ballet Coppelia, qui est un ballet que nous retravaillons en ce moment. On l'adapte aussi en pièce de théâtre dans ma compagnie. Donc si jamais ça vous intéresse, le site internet de ma compagnie est en barre d'infos. L'homme au sable m'avait introduit dans le champ du merveilleux où l'esprit des enfants se glisse si facilement. Rien ne me plaisait plus que les histoires épouvantables des génies, des démons et des sorcières. Mais pour moi, dans toutes ces aventures, au milieu des apparitions les plus effrayantes et les plus bizarres, dominait toujours l'image de l'homme au sable que je dessinais à l'aide de la craie et du charbon, sur les tables, sur les armoires, sur les murs, partout enfin, et toujours sous les formes les plus repoussantes.
Lorsqu'on évoque la femme objet, on pense bien évidemment au mythe de Pygmalion, qui est ce sculpteur qui a créé Galatée et à qui Aphrodite a donné un souffle de vie pour que le sculpteur puisse profiter de sa sculpture, de sa création. Et donc, en lien avec tout ça, je vous parle de la pièce Pygmalion de Georges Bernard. Cette pièce, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu parler du film musical qui en a été tiré, qui est My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Dans cette pièce, on suit Higgins qui a pour projet en fait d'éduquer les jeunes filles, les jeunes femmes et de les faire upgrader de rang, voilà. Et donc il trouve cette jeune fille, Elisa, qui est marchande de fleurs et qui a un accent à couper au couteau, qui parle vraiment très très mal anglais, qui n'a aucune grammaire, qui n'a aucune éducation. Il décide de la prendre et de l'élever pour en faire une duchesse. Et le problème, c'est qu'à la fin, comme tous les transfuges de classe, Elisa ne se retrouve bien nulle part. Elle n'appartient à aucun monde, à aucune catégorie sociale, puisqu'elle n'appartient plus à l'endroit d'où elle vient. Et elle ne peut pas appartenir au rang d'au-dessus, puisqu'elle n'y est pas née. Et c'est une pièce vraiment drôle et comique à la base, mais il y a des passages extrêmement poignants. Et je vais vous en lire un. Pourquoi avoir fait tout cela, si vous n'êtes pas attaché à moi? Parce que c'était mon travail. Vous n'avez jamais pensé au problème que cela me ferait? Le monde aurait-il été créé si son créateur avait eu peur des problèmes que cela ferait? Créer la vie signifie créer des problèmes. Il n'y a qu'une façon de fuir les problèmes, c'est de tuer les choses. Vous remarquerez que les lâches réclament toujours à corps et à cri que l'on tue les faiseurs de problèmes. Je ne suis pas un prédicateur, je ne remarque pas de telles choses, je remarque que vous ne me remarquez pas. Elisa, vous êtes une imbécile. Je gâche les trésors de mon esprit miltonien en vous les prodiguant. Une fois pour toutes, comprenez que j'ai fait mon travail sans me soucier de ce qui nous arrivait, à vous comme à moi. Je ne me laisse pas intimider, contrairement à votre père et votre belle-mère. Alors vous pouvez revenir ou aller au diable peu me chaud. Pour quel motif reviendrais-je? Pour le plaisir, c'est pour cela que je vous ai prise. Et vous pouvez me jeter dehors demain si je ne fais pas ce que vous attendez de moi? Oui, et vous pouvez partir demain si je ne fais pas ce que vous attendez de moi. Pour vivre avec ma belle-mère? Oui, ou vendre des fleurs. Oh, si je pouvais seulement retourner à mon panier de fleurs. Je devrais être affranchie de vous, de mon père et du monde entier. Pourquoi vous ai-je laissé me prendre mon indépendance? Pourquoi ai-je tout abandonné? Je suis une esclave à présent, en beaux habits. Je ne pouvais pas passer à côté de pauvres créatures de Alatser Grey. C'est difficile à prononcer ce nom, puisque c'est le film qui a ébranlé tout le début d'année 2024. Il y a des références esthétiques dans le clip de Fortnite à ce film et avec Emma Stone qui a eu l'Oscar tout de même de la meilleure actrice, c'est à souligner. Donc j'ai voulu me le procurer puisque femme objet, créature, voilà, femme créée par l'homme pour son bon plaisir à nouveau, mythe de Pygmalion réinventé, mythe de la créature de Frankenstein réinventé et mis sous le prisme d'un homme qui crée une femme pour son plaisir. Bien sûr, je ne pouvais que aborder pauvre créature. Que j'ai commencé, c'est un récit pour l'instant que j'aime beaucoup, qui est assez original dans sa forme, qui est foisonnant, qui est plein de surprises, beaucoup plus que le film à mon sens. Pour l'instant, le roman me plaît largement davantage que le film. Si les réécritures mythiques autour de Pygmalion et Galatée vous intéressent vraiment, je pense que vous trouverez votre bonheur à travers Pauvre créature. C'est il y a un an, peu après notre dispute, qu'on m'a appelé pour examiner le corps que vous connaissez sous la forme de Bella. Guedes a vu une jeune femme qui grimpait sur le parapet du pont suspendu qui se trouve près de chez lui. Elle n'a pas sauté comme la plupart. Elle s'est jetée la tête la première comme un vrai plongeur, mais en expirant l'air de ses poumons au lieu de l'inspirer car elle n'est pas remontée vivante à la surface. En repêchant le corps, Guedes s'est aperçu qu'elle s'était attachée au poignet la courroie d'un réticule empli de cailloux. C'était donc singulièrement résolu, et commis par une personne qui désirait être oubliée. Les poches de ses vêtements discrètement à la mode étaient vides, et elle avait soigneusement coupé dans les doublures de sa robe et dans sa lingerie les endroits où les femmes des classes aisées font broder leurs noms ou leurs initiales. Il n'y avait pas de rigidité cadavérique, le corps était encore tiède à mon arrivée. J'ai découvert qu'elle était enceinte et qu'elle avait au doigt la marque des bagues de fiançailles et de mariage qu'elle avait ôtées. Qu'en pensez-vous, McCandless? Lorsqu'on parle de créatures revenues d'entre les morts grâce à un scientifique, un savant un peu fou, on pense à Frankenstein bien évidemment, mais je ne voulais pas vous présenter Frankenstein, je voulais vous parler plutôt du journal d'affliction de Mary Shelley qui est Que les étoiles contemplent mes larmes. C'est un ouvrage incroyable que ce journal, en fait, le journal de Mary Shelley, qu'elle écrit juste après la mort de son époux, le poète Percy Shelley, qui est mort en mer. Elle vient de perdre aussi ses deux enfants. C'est terrible, mais c'est d'une tristesse absolue. Et
On ne peut que pleurer en lisant le journal de Mary Shelley, comme on ne peut que pleurer en écoutant cet album. Donc je me devais de vous faire découvrir autre chose de Mary Shelley que son Frankenstein, et je vais vous lire le début de son journal. Me voici désormais seule, ô combien seule. Que les étoiles contemplent mes larmes, que le vent boive donc mes soupirs. Mes idées, elles, sont un trésor scellé que je ne peux livrer à quiconque. Feuille vierge, veux-tu te faire ma confidente ? Je me fierai pleinement à toi, car nul œil ne verra ce que j'écris. Cependant, saurais-je exprimer ce que je ressens ? Aurais-je assez de talent pour formuler les idées, les sentiments qui m'emportent comme une tempête ? Est-ce là le sable où doit s'empreindre en caractère inaltérable le flot toujours mouvant de la pensée ? Hélas, je suis seule, il n'est plus de regard qui réponde au mien, personne auprès de qui ma voix retrouve ses inflexions naturelles. Il ne reste que de simulacres, et je ne suis plus qu'une ombre. Cruel changement. Ô mon bien-aimé Shelley, il n'est pas vrai que mon cœur se soit refroidi pour toi. Je vous parle d'une trilogie à présent autobiographique qui est beaucoup plus récente, puisque c'est l'autobiographie de Deborah Levy avec Ce que je ne veux pas savoir, Le coût de la vie, qui a été très connu, et État des lieux. En fait, cette femme est une autrice dramaturge, ça se passe à Londres, donc voilà. Petit clin d'œil à So Long London, et elle va nous raconter toute son histoire, son parcours, et notamment son divorce et le retour à soi après une longue relation, le retour à l'écriture. C'est une artiste qui parle de ce qu'est aussi la vie d'artiste, donc je ne l'ai pas encore lu, c'est dans ma palle, mais je pense que ça entre parfaitement en résonance avec l'album. Deux petits livres que je mentionne comme ça, puisque Taylor les mentionne dans la chanson The Tortured Poet Department, Patti Smith, et je pense qu'elle fait notamment référence à Just Kids, puisque dans une autre chanson il y a ces deux mots ensemble. Donc dans ce livre on va suivre, alors je ne l'ai pas encore lu mais il est dans ma palle, enfin dans ma wishlist en tout cas depuis de nombreuses années. On va suivre la jeune Patti Smith et sa liaison avec un homme qui va devenir photographe, leur histoire d'amour torturée dans le New York des années 70, la drogue, la fête. Elle nous parle également dans cette chanson de Dylan Thomas, qui est un poète du XXe siècle britannique, qui a priori a un style plus romantique que réaliste, et en français on a ce recueil qui est Visions et prières, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti, mais bon, je ne l'ai pas lu. Et en tout cas je pense que dans une reading list autour de l'album, on est obligé de les citer. J'avais envie de faire une mention honorable également à ce livre Perséphone 2014 que j'ai lu l'année dernière et qui m'a énormément marqué, de Gwenaëlle Aubry. Dans ce livre, au niveau des mots-clés, on a histoire d'amour torturé, poésie, jeunesse perdue, jeunesse bafouée, homme torturé, amant tragique, femme qui essaie de se reconquérir après une histoire d'amour. C'est très elliptique à nouveau comme récit, il me semble que je vous en avais parlé dans un point lecture. C'est une plume très acérée qui parle du mythe de Perséphone, Perséphone qui est la fille de Déméter qui a été capturée par son oncle Hadès et qui est devenue son épouse dans les enfers, et qui l'automne et l'hiver vivait dans les enfers sous terre, et à l'automne et au printemps et à l'été elle remontait avec sa mère sur la terre. Et elle parle, elle, de ce mythe-là, de la jeune fille qui est enlevée et qui est avec un bad guy, un bad boy, si on veut, et de ce que ça fait d'être la jeune fille à qui on enlève son innocence, en fait. C'est très contemporain. Je vous recommande de lire Perséphone 2014, qui n'est pas très connu. Moi, je m'y suis intéressée parce que je suis une amatrice du mythe de Perséphone. Mais voilà, donc si je peux vous le faire découvrir grâce à cette reading list, c'est avec plaisir. Nos ombres s'étreignent plus fort que les corps auxquels elles étaient attachées. Elles sont belles, longues à n'en plus finir, libérées du soleil. Les autres me promettaient une vie large et bien pavée. Je préfère ton chemin abrupt et tes bas-côtés. Je préfère le vide où nous sommes enlacés aux pleins et aux déliés. Tu me dis que j'ai toujours été pour toi un souvenir. C'est un amour sans avenir. Nous n'aurons pas d'enfants. Nous avons été le même enfant, frères et sœurs, deux enfants sages, appariés. Quand les autres disent vous, nous cherchons autour de nous. Ce sont eux les damnés. Tu me l'as dit, je le sais. Devant eux, nos corps sont gris, nos visages transparents. C'est quand nous sommes seuls que nous dansons. Alors commence la parade, le ballet inlassable. Alors, mime fasciné, nous traçons des cercles parfaits. J'y suis, moi, de plus en plus enfermée. Bon, je place Charlie dans tout ça parce que qui dit poète torturé, spleen dit Charles Baudelaire avec Les Fleurs du Mal. Bon, je le malmène depuis un moment en vous disant que Marie-Nisée et Rosemonde sont passés au-dessus, mais bon, quand même, il faut que je rende hommage au recueil de toute mon adolescence qui est Les Fleurs du Mal. Je sais que Taylor ne fait pas référence au poème L'Albatros dans son album avec sa chanson The Albatross, mais
Mais quand on est francophone, et surtout quand on a lu et relu et relu et re-relu et re-relu l'Albatros en pleurant lorsqu'on était jeune, on ne peut que penser au poème des Fleurs du Mal en écoutant cette chanson. Donc je me permets de vous lire un petit bout de l'Albatros de Charles Baudelaire parce que ça ne fait pas de mal un peu de poésie, mesdames et messieurs. Allez, on va même tout lire, si on peut. L'Albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sous les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Bon, je suis désolée pour mes alexandrins, ils sont pas très francs et très nets, mais c'est l'émotion. Après, je vous glisse ce livre qui est dans ma wishlist également, qui est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors là, je n'ai plus l'auteur, mais vous le trouverez parce que c'est un phénomène BookTok, Bookstagram, même Booktube il y a quelques années. On va suivre dans ce récit l'histoire d'une très grande actrice de cinéma qui est vieille à présent et qui va narrer son histoire, ses 7 mariages, à une journaliste qui va recueillir son témoignage. On est un peu comme dans Entretien avec un vampire, je trouve, pour le début, mais bon, à part ça, ça s'arrête là, je crois, la comparaison. Et c'est une femme donc qui a connu l'Hollywood des années 30, le cinéma, et qui parle de sa notoriété et de tous les hommes qu'elle a connus, et ça fait référence, je crois, un petit peu à tout ce que peut connaître également Taylor Swift à travers toutes ses relations et à travers son statut de superstar. Et le dernier ouvrage dont je vous parle, qui fait écho au tout premier que je vous ai présenté, c'est Les Hauts de, non pas Hurlevent, mais Hurtebise d'Emily Brontë. Oui, les Belles Lettres ont publié une nouvelle traduction des Hauts de Hurlevent. Regardez comme elle est belle. Cette traduction est de Patrick Remaud. Je ne sais pas ce que ça vaut comme traduction, mais je vous annonce que ce sera la future lecture commune de la chaîne. Nous nous attaquerons durant l'été à cette nouvelle traduction des Hauts de Hurlevent, qu'il faut à présent nommer les Hauts de Hurtebise. Je ne sais toujours pas si ce titre est bien ou pas, mais en tout cas dans ce livre, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, on va suivre une histoire d'amour torturée, tragique sur la lande anglaise. On est dans de la folie, on est dans du fantastique également, dans la présence de revenants, de fantômes qui viennent hanter les vivants. On a Heathcliff et Cathy qui sont élevés ensemble, ils ne sont pas frères et sœurs, mais Heathcliff est élevé avec Catherine et son frère. Il est lui aussi, il est considéré comme un bohémien, comme un vagabond. Catherine ne peut pas l'épouser, elle va épouser un jeune homme noble et ça va les détruire parce que ce sont des pervers narcissiques tous les deux qui s'aiment et ne peuvent pas être ensemble mais ne peuvent pas être séparés. Voilà, entre Team Jane Eyre et Team Léo, moi je suis les Hauts de Hurlevent à 1000%. J'ai énormément pensé à la relation entre Catherine et Heathcliff en écoutant certaines chansons de l'album des poètes torturés et j'ai hâte de découvrir avec vous cette nouvelle traduction des Hauts de Hurlevent. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, intéressé. Voilà, c'est un nouveau format, un petit peu original, qui m'a pris plaisir à faire. J'ai pris plaisir à me costumer de nouveau, à chercher dans la malle à costume, à me maquiller, à me pomponner pour cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire si vous pensez que des livres pourraient entrer dans cette reading list autour de The Tortured Poets Department, ou même si vous avez des livres qui font écho à toutes les thématiques évoquées. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.